C'est le chiffre qu'on redoutait. On compte ce soir 4857 morts ou disparus sous les décombres encore fumants du World Trade Center à New York et 200 morts à Washington, chiffre provisoire. En direct avec nous, un rescapé français, Bruno Dellinger. Il a quitté l'immeuble 30 secondes avant son effondrement. La piste remontée par le FBI passe par l'Allemagne. 2 des kamikazes auraient séjourné à Hambourg. Information France 2, dans un document adressé il y a 4 jours à toutes les ambassades, le département d'État américain mettait en garde contre des actions terroristes menées par des groupes proches de Ben Laden. En France, une vingtaine d'alertes à la bombe aujourd'hui. On reviendra longuement sur l'impact de ces images de terrorisme sur les enfants. Il faut leur parler, disent les psychiatres. Et puis cérémonie interreligieuse à la mémoire des victimes à Paris. Valéry Giscard d'Estaing y assistait. L'ancien président sera l'invité de questions ouvertes à 20h40. Envoyé spécial reviendra ensuite longuement sur l'international terroriste. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Rudolph Giuliani, le maire de New York, l'a annoncé il y a quelques heures d'une voix blanche. Le bilan de l'attentat du World Trade Center s'élève ce soir à 4763 disparus et 94 morts. Bilan évidemment provisoire, les secouristes s'affairent. On vient de retirer plusieurs personnes des décombres, dont une jeune femme de 24 ans. Les dernières images commentées par Daniel Wolfram. Un immense nuage de poussière flotte depuis 2 jours sur le sud de Manhattan. L'image est prise depuis un hublot de l'appareil du président de Lituanie, un des rares avions autorisés à survoler New York ce matin. Mais sous le nuage, il n'y a plus rien, ou presque. Ce champ de ruines est tout ce qui reste du World Trade Center. Sur place, une multitude de sauveteurs s'affairent pêle-mêle, des gardes nationaux, des policiers, des pompiers, secouristes en tout genre qui extraient les premiers corps et dégagent les miraculés comme ce policier. Le bruit de l'immeuble qui vrillait et qui descendait. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Je me suis forcé alors à sortir. Il fallait que je le fasse. Il fallait que j'y arrive. Pièce par pièce, le travail est minutieux et titanesque à la fois au regard de la taille du chantier. C'est le jour, mais il fait nuit noire sous la chape de poussière. La voûte du hall du centre financier, il y a 3 jours, c'était encore une des arcades les plus prestigieuses de New York. Des graffitis au détour d'un couloir, Dieu bénisse nos frères. Inscriptions griffonnées à la hâte par des pompiers en hommage à leurs collègues morts ici par dizaines quand les tours se sont effondrées mardi. Soudain, c'est l'alerte. Sauf qui peu général, des immeubles fragilisés menacent toujours de s'écrouler aujourd'hui. Mais les recherches reprennent. Vestiges du drame qui s'est passé ici, ces empilements de véhicules brûlés et cette atmosphère, toujours aussi irrespirable. C'est pourtant dans un de ces véhicules de secours ensevelis sous des étages de gravats que 5 pompiers viennent ce soir d'être retrouvés vivants. Pendant 2 jours, ils ont vécu protégés par cette carcasse. Les sauveteurs qui se relaient, équipe après équipe, sont en train de les sortir des décombres. Oui, on ne perd pas espoir. Donc, le groupe de réassurance France Escort estime par ailleurs que le coût des attentats sera compris entre 10 et 15 milliards de dollars. Un chiffre pour résumer la mobilisation et la solidarité des Américains. Les ventes de drapeaux, elles se sont envolées. La plus grande chaîne de supermarchés en a vendu 116 000 pour la seule journée de mardi, contre 6 000 en moyenne par jour. Drapeaux souvent en berne, placés sur les voitures ou les maisons. New York qui se serre les coudes. Reportage Philippe Gassot, Tristan Lebras. Sur le site même du World Trade Center, c'est jour et nuit que les sauveteurs travaillent. Car ce qui est engagé ici, c'est une course contre la mort. Il y a des survivants là-dessous, c'est certain, il faut faire vite. Les masses à déplacer sont énormes. Dehors, de l'autre côté du périmètre de sécurité, dans la poussière, même si l'on craint l'amiante, une petite foule vient chaque soir. Elle est ici pour glaner de trop rares bonnes nouvelles. Ces Américains viennent surtout pour encourager les sauveteurs, montrer qu'ils sont là, à leur côté, que la solidarité est sans faille. Chaque geste, même le plus petit, revêt ici son importance. Des remerciements écrits sur les murs. Elle a commencé seule à coller ses affiches. Maintenant, on vient l'aider. Qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider, moi? Ça fait 18 heures qu'ils travaillent.
Peut-être qu'en voyant ça, ils iront un peu mieux. Pour chacun, l'important, c'est d'être là, de participer, de montrer que l'on n'est pas indifférent au malheur des autres, quitte à oublier ses propres problèmes. J'habite juste à côté du World Trade Center. J'ai voulu rentrer chez moi pour récupérer des affaires, mais on m'a pas laissé rentrer, pour des raisons de sécurité. Parfois l'émotion est trop forte, on craque mais on reste. Pourquoi pleure-t-elle? Parce qu'ici, c'est ma maison. Devant les hôpitaux, dans cette ville qui a retrouvé toute sa vitalité, des milliers de familles se raccrochent à la moindre espérance. Les affichettes d'ordinateurs sont placardées partout. On attend un appel qui tiendrait du miracle, mais impossible de ne pas y croire. Il cherche son fils de 21 ans qui travaillait dans le World Trade. Je sais qu'il y a des appels de téléphones portables qui viennent des ruines du World Trade Center. Or, il se trouve que mon fils Tommy avait un téléphone portable. On sait donc qu'il y a des signes de vie qui viennent des ruines. Aujourd'hui, j'espère que mon fils est parmi les survivants. Le chiffre des disparus dépasse les 5000 personnes. Les morts officiellement constatées sont près de 100. Ici, on se demande pourquoi. Philippe Gassot, il est 2 heures de l'après-midi chez vous. Est-ce qu'on circule, est-ce qu'on travaille à nouveau normalement à New York dans la zone qui n'est pas directement touchée par l'effondrement des 2 tours? Eh bien écoutez, ce matin, New York a repris son activité et on l'a constaté par des encombrements énormes car un tiers de Manhattan est hors circulation, donc il est très difficile de se déplacer. Donc manifestement, New York est retourné au travail. Je parlais ce matin à une jeune femme qui était venue nous voir ici, alors en lui demandant alors comment ça va se passer ce retour au travail, parce qu'elle n'avait pas regagné son bureau hier, et elle m'a dit, c'est vrai, je retourne travailler, mais ça ne sera jamais plus comme avant. Ici, les Américains portent en eux une profonde tristesse. On parlait des drapeaux américains qui se vendent, c'est vrai. On voit un peu partout des drapeaux américains. On voit des pompiers qui mettent le drapeau américain sur leur casque. On voit des gens qui arborent le t-shirt avec le drapeau américain. Tout cela montre que l'on résiste. Hier, le maire de New York demandait aux Américains de vivre normalement, c'est-à-dire d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller au café, de ne pas avoir peur. En fait, il appelait la population de New York à résister contre ces terroristes qui veulent changer le monde et qui menacent, j'allais dire, le monde libre en frappant les symboles américains. Du côté de Giuliani, on dit, vous êtes New-Yorkais, vous êtes des durs, continuez comme si de rien n'était, même si c'est très difficile. Merci Philippe. Image de Washington maintenant. La nuit dernière, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la Maison Blanche pour une veillée de deuil, bougie à la main, chantant l'hymne américain pour montrer au monde, je cite, que les Américains resteront unis. L'ambiance aujourd'hui dans la capitale américaine, reportage Étienne Lénart, Aaron Diamant. Ils sont venus spontanément et le magasin ce matin ne désemplissait pas. La bannière étoilée est devenue le signe de ralliement d'une Amérique touchée de plein fouet et déstabilisée. Alors que le deuil commence à peine, le drapeau américain se vend depuis quelques heures à des centaines de milliers d'exemplaires. Chacun veut se montrer solidaire. J'ai essayé d'en acheter un hier soir. Ils étaient en rupture de stock, donc je suis venu maintenant pour être sûr d'en avoir un. On va le mettre devant l'église avec un signe, que Dieu bénisse l'Amérique. Depuis 3 jours, cette dame est sans nouvelles de son gendre. Ma famille est directement touchée. Il fait partie des pompiers disparus à New York. Au sommet du Pentagone éventré, c'est encore lui qui sonne la révolte. Demain, pour une journée nationale de deuil, l'Amérique est appelée à s'habiller en rouge, blanc, bleu, à accrocher où que l'on se trouve un drapeau aux fenêtres, à le coudre sur un vêtement pour tenter, autant que faire se peut, de se relever. Notre patriotisme, il est toujours présent, simplement il s'exprime beaucoup plus fort en ce moment. Devant le monde entier, c'est une preuve de notre courage. Solidaire et déstabilisé, brièvement ce matin, l'on a autorisé certains passagers des avions cloués au sol à venir chercher leurs bagages abandonnés mardi matin dans la panique des évacuations et qui ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. J'ai de la famille au Texas et je prends tout le temps l'avion. Mais je n'ai plus très envie de le faire maintenant. Franchement, je me sentirais plus rassuré s'ils nous mettaient un policier en uniforme dans chaque appareil.
Pour rassurer, plus que pour défendre, la garde nationale reste postée à tous les carrefours de la capitale américaine. Il est des blessures qui ne se refermeront jamais. Et Étienne, vous attiriez aussi notre attention hors antenne sur les enfants à Washington ou ailleurs peut-être et sur le choc qu'ils avaient encaissé. Oui David, vous savez, Washington s'apprête à rentrer dans une nuit et une journée demain de deuil, puisque ce vendredi sera journée de deuil national en Amérique. Mais ce matin, ce sont d'autres professionnels qui se sont remis au travail, les enseignants, puisque toutes les écoles à Washington ont rouvert et que les enfants, dans le huis clos des classes et à l'abri des médias qui se sont tous volontairement tenus à l'écart, eh bien les enfants ont été invités à poser des questions pour tenter d'extérioriser cette incompréhension, cette peur aussi, que les adultes et que tous les enfants du monde ont sans doute ressenti. Et cet exercice extrêmement difficile à gérer, à la fois pour les enfants et pour les enseignants, va durer toute la journée jusqu'à ce soir. Et demain, à partir de ce soir et donc toute la journée de demain, une journée de deuil national va s'engager. Oui, on en reparlera aussi des enfants en France, cette fois à la fin du journal. Vous restez avec nous, Étienne, pour commenter cette image de George Bush au téléphone avec Rudolph Giuliani devant les caméras de CNN. Les téléspectateurs ont donc pu assister à la conversation. Ils auront noté ces propos du président américain. Maintenant que la guerre nous a été déclarée, nous conduirons le monde à la victoire. Alors, est-ce que cela signifie, Étienne, que après les heures de flottement, cette fois l'appareil d'État est bien en place et qu'après la tristesse, c'est la détermination? Oui, je ne sais pas si on l'a bien vu sur les images, mais George Bush, lorsqu'il a fait cette déclaration dans le bureau ovale, était littéralement au bord des larmes, extrêmement déterminé. Vous le savez, l'enquête qui a été engagée est une enquête extrêmement vaste. 7000 agents du FBI, nous dit-on, sont engagés dans une course contre la montre pour tenter d'essayer de localiser les personnes qui seraient encore sur le territoire américain et qui seraient donc partie prenante de ce réseau d'une cinquantaine de personnes, puisqu'on estime à 50 personnes le nombre d'individus qui auraient participé à ces différentes attaques sur New York et sur Washington. 50 personnes, parmi lesquelles plusieurs pirates de l'air qui, eux, bien évidemment, sont décédés. Oui, on va donner des précisions dans un instant. Un commentaire d'abord également sur cette note que nous avons pu nous procurer, une note adressée à toutes les ambassades par le département d'État. Il y a 4 jours, note en forme de mise en garde à tous les citoyens américains contre de possibles attaques à l'étranger. J'ai bien dit il y a 4 jours, c'était le 7 septembre. Et la note cite nommément Oussama Ben Laden et son organisation. Apparemment, donc, on avait conscience du danger au département d'État. Simplement, on ne le voyait pas forcément venir sur le territoire américain. Oui, absolument. Vous savez, ces mises en garde aux citoyens américains résidant à l'étranger sont absolument régulières. Il y en a à peu près tous les 2 mois. Elles sont publiques. Et cela notamment depuis qu'il y a eu un attentat au Yémen contre un bâtiment de la marine américaine. Ce qui est peut-être nouveau, effectivement, c'est que le réseau Ben Laden était cité nommément. Ce qui laisserait à penser, comme le supposent d'ailleurs la plupart des enquêteurs, que cette fois-ci encore, et cette fois ils ont frappé à l'intérieur du territoire américain, eh bien, c'est bien le réseau Ben Laden qui est le premier suspect dans cette terrible tragédie. Alors voilà qui nous amène justement au progrès de l'enquête. Vous le disiez, Étienne, elle a été très vite. Dès hier soir, nous vous disions que les kamikazes étaient identifiés. Paul de Genève. Il a fallu à peine 48 heures aux agents du FBI pour commencer à faire la lumière sur les attentats. Selon certains médias, jusqu'à 50 personnes ont participé de près ou de loin aux attaques terroristes. La plupart des pirates de l'air seraient déjà identifiés. Selon le procureur général, ils étaient 18 répartis dans les 4 avions. La piste la plus sérieuse a tout d'abord mené les enquêteurs dans le sud de la Floride. 6 passagers des avions détournés avaient suivi des cours de pilotage, ici. Parmi eux, 7 hommes et son frère. Mais également celui-ci, Mohamed Atta. Lui, on sait qu'il a pris l'avion à Boston. D'ailleurs, sa voiture a été retrouvée abandonnée près de l'aéroport. Dans le coffre, des documents d'une organisation islamiste basée à Hambourg. Alertée par le FBI, la police allemande a donc perquisitionné dans les logements des suspects. Ils ont interpellé 7 femmes originaires du Golfe. Elle a été rapidement disculpée. En revanche, un employé de l'aéroport de Hambourg est toujours interrogé. L'affaire rebondit également en Italie. Des documents d'identité et des uniformes d'employés de la compagnie American Airlines ont été volés au mois d'avril dans un hôtel de Rome. L'enquête commence à peine, mais on peut déjà constater que l'on a affaire à un réseau ramification internationale.
Deux témoignages maintenant sur ce drame. Le premier, il a été diffusé par les télévisions américaines. Il ne dure que quelques secondes. Celui d'une femme coincée dans l'une des tours du World Trade Center. Juste avant son effondrement, elle parvient à joindre son mari. Écoutez. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Autre témoignage, le vôtre, Bruno Dellinger, non pas Dellinger, pardon d'avoir écorché votre nom. Merci d'être en duplex avec nous à New York. Alors vous avez échappé, vous, à quelques secondes près à la mort. Où étiez-vous exactement au moment des impacts ce mardi matin? Oui, bonjour. J'étais donc dans mon bureau au World Trade Center au 47e étage et je lisais et envoyais des emails lorsque l'avion nous a frappés, donc 20 étages au-dessus, sur la façade qui est au-dessus de notre bureau. Ça a été un très gros choc, j'imagine, évidemment. Un choc extraordinaire puisque le bâtiment a vacillé très fortement. Il a oscillé de je ne sais pas combien de centimètres, mais nous n'arrivions à peine à nous tenir debout. Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là? On a tout de suite pensé que c'était une attaque d'avion puisqu'on a entendu les réacteurs s'approcher, le bruit strident des réacteurs et puis l'impact énorme sur la tour du World Trade Center. Immédiatement, j'ai demandé à mes employés d'évacuer les bureaux et moi-même je suis resté pour sauvegarder les données de notre entreprise, des données informatiques. Donc je suis resté une dizaine de minutes, un quart d'heure supplémentaire et puis ensuite à mon tour j'ai évacué les bureaux en pensant revenir. Vous avez entendu le deuxième choc également? Non, à ce moment-là, j'étais dans les escaliers de descente du World Trade Center et je n'ai rien entendu. Dans les escaliers, d'ailleurs, je tiens à signaler que c'était une maîtrise de soi individuelle absolument exceptionnelle. Les services de police, les services des pompiers qui montaient alors que nous descendions. Des blessés gravement brûlés qui descendaient évacués en priorité. Et personne ne bougeait de manière incoordonnée. Tout cela était très organisé et très responsable. Alors quand vous êtes arrivé dans la rue, quelques secondes plus tard seulement, l'immeuble s'est effondré, c'est ça? Absolument, oui. Je me suis retourné parce que j'aimais beaucoup ce bâtiment et auquel j'étais très attaché. J'y étais depuis 4 ans, j'avais installé ma société là-dedans. Et lorsque je me suis retourné, j'ai vu ce bâtiment en flammes, je n'en croyais pas mes yeux. Et puis j'ai continué et à ce moment-là, j'ai vu l'énorme vague de débris et de gravats qui arrivaient, donc je me suis précipité à l'abri. Mes collaborateurs ont vu d'ailleurs d'autres choses horribles, des gens qui sautaient des fenêtres. C'était horrible comme vision. Et quand j'entends le témoignage de cette femme que vous avez passé à l'antenne juste avant que je n'intervienne, je suis bouleversé. Parce que moi-même j'ai essayé d'appeler ma femme et je sens ce que cette femme a ressenti. Vous avez eu peur vous-même pour votre vie? Non, je n'ai jamais eu peur pour ma vie, sauf quand j'ai vu arriver cette énorme boule monstrueuse de gravats et de débris qui se précipitaient sur nous. Et là, j'ai vraiment craint le pire parce que je ne savais pas comment l'éviter. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été me protéger derrière un pilier. Et au moment où j'ai trouvé un chiffon dans ma poche que je me suis appliqué sur le nez et la bouche, j'ai pu respirer quelques instants supplémentaires parce que l'air était devenu de boue, de matière, il n'y avait plus d'oxygène. Et puis là, quelqu'un, je pense un agent du FBI ou un agent de la police qui était partout dans le quartier, m'a tiré à l'intérieur d'une succursale de banque. Et donc là, j'ai pu recommencer à respirer. Quand on vous voit, bien sûr, vous avez l'air ému, mais vous avez l'air aussi relativement serein. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé ce jour-là ne vous poursuivra pas trop? Ça me poursuivra. Vous savez, par exemple, j'entends des avions passer au-dessus de la tête. Et maintenant, je veux dire, dès que j'entends un bruit sourd, je suis inquiet. Je regarde. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Parce que ce bruit du réacteur est dans mes oreilles. Et puis c'est surtout la pensée de tous ces gens qui ont péri dans le World Trade Center, notamment les services de sécurité qui montaient pour nous aider alors que nous descendions. Tout ça, ce sont des visions terribles. Et ce bâtiment en flammes qui symbolisait New York, j'ai habité pratiquement 10 ans à New York et j'étais très attaché à ce bâtiment. Je crois que tous les New-Yorkais étaient profondément attachés à ce bâtiment. Et puis c'est aussi des années de travail qui sont parties en fumée. Vous comprenez bien que ça a des conséquences. Merci beaucoup Bruno Dellinger d'avoir été avec nous.
Un témoignage maintenant à propos de ce qui s'est passé à l'intérieur d'un des avions détournés, celui qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Les enquêteurs ont établi que jusqu'au dernier moment, des passagers s'étaient battus avec les pirates de l'air pour éviter le pire. Zinedine Boudaoud. Les terroristes n'ont pas raté leur cible, à une exception près. Le Boeing 757 d'United Airlines qui s'est écrasé dans un champ de Pennsylvanie avait un tout autre objectif. La Maison Blanche, où le Capitole était en fait visé par les pirates de l'air. Une information livrée par le ministère américain de la Justice. Mais les plans des terroristes pourraient avoir été contrariés par des passagers. Ce vol 93 a été détourné peu de temps après son décollage de la banlieue new-yorkaise. Un passager de 31 ans, Jeremy Glick, appelle alors son épouse grâce à son téléphone cellulaire. 3 hommes de type moyen-oriental armés de couteaux ont pris le contrôle de l'avion, dit-il à sa femme. Madame Glick lui apprend qu'un avion vient de s'encastrer dans une des tours du World Trade Center. Jeremy Glick aurait alors décidé de passer à l'action. Des bruits de lutte et des cris sont enregistrés par le FBI. Une révolte des passagers est-elle à l'origine du crash près de Pittsburgh à 400 km de Washington? C'est l'hypothèse la plus probable. L'autre possibilité, la destruction de l'appareil par un avion de chasse, est catégoriquement démentie par le département de la Défense. Et si les enquêteurs du FBI ont acquis la conviction que les pirates avaient été formés au pilotage, c'est parce que les transpondeurs avaient été désactivés. Les transpondeurs, ce sont ces appareils qui émettent automatiquement des messages d'identification vers la tour de contrôle. Patrice Pellet, Romuald Bonan. Avant de frapper leur cible, 3 des avions suicides avaient coupé ceci, leur transpondeur. Ici, le bloc des instruments radio, radionavigation, et ici, le transpondeur où l'on affiche un code à 4 chiffres. En vol, ce boîtier électronique envoie vers les écrans des aiguilleurs du ciel 3 informations. Le numéro de vol, la route et l'altitude. Et lorsque les transpondeurs ont été coupés par les terroristes, les avions ont disparu des écrans radars. On n'a aucune raison de le couper, et si on était amené à le couper, immédiatement le contrôle va essayer de nous contacter pour connaître les raisons pour lesquelles on va le couper. Mais depuis les cockpits, personne n'a répondu. Dans ce cas précis, la réglementation internationale stipule qu'au bout de 5 minutes, on envoie la chasse. Une décision impossible à prendre ici, les avions survolaient déjà les zones habitées. Ce qui est sûr, c'est que sur ce qui s'est passé, je dirais que une fois que les pirates étaient à bord de l'avion, l'événement en termes de circulation aérienne, il était consommé et il était imparable. Plus de transpondeurs, aucun contact radio. Les terroristes se sont volontairement isolés pour aller jusqu'au bout de leur acte criminel. On revient maintenant sur le donneur d'ordre présumé. Dans un instant, on découvrira le témoignage d'un des proches d'Oussama Ben Laden. Il s'agit d'un mollah pakistanais. Le Pakistan, je vous le rappelle, est l'un des 3 seuls États au monde à avoir reconnu le régime des talibans qui protège Ben Laden. Et sur les marchés là-bas, en vente libre, on trouve des CD-ROM à la gloire du terroriste. Bernard Lebrun. Qu'est-ce que le Pakistan pour cette minorité pro-islamiste qui manifeste bruyamment à un pays allié d'Oussama Ben Laden et qui lui sert de base arrière logistique? Qu'est-ce que le Pakistan? Un pays en voie de développement, voisin de l'Afghanistan, peuplé de 130 millions de musulmans, majoritairement inquiets en cas de répression d'éventuels dommages collatéraux. Depuis ce matin, dans les échoppes du bazar, voici le CD-ROM que chacun peut acquérir en forme de soutien au mouvement d'Oussama Ben Laden. Au début, on y lit une sourate du Coran. Vous les croyants, craignez Dieu et soyez avec les justes. Puis rapidement apparaît Ben Laden, qui prêche plus qu'il ne discourt. Il parle du prophète, de Médine, des lieux saints, autrement dit de sa terre natale, l'Arabie Saoudite. Suivent les étapes de la vie d'un parfait musulman combattant, les Moudjahidines. Des écoles coraniques aux enfants en uniforme qui s'entraînent sur le parcours du combattant. Et puis l'on passe à l'âge adulte. Voici une base militaire filmée en Afghanistan, pas très loin de la frontière pakistanaise. Selon les experts, le milliardaire Ben Laden entretiendrait une petite armée de 3 à 5 000 hommes. Les slogans entendus, par le sang nous défendons notre religion, le Coran est dans nos mains, nous défions nos ennemis. Fin de citation. Et un document particulièrement intéressant maintenant donc avec le témoignage de ce proche de Ben Laden. Il le rencontre régulièrement. Et il s'agit donc d'un mollah qui anime une école coranique, précisément au Pakistan, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière afghane, près de la ville de Peshawar. Entretien signé sur place, Agnès Varamian, Gilles Jacquier. Obtenir une interview du mollah Samiullah, c'est accepter de répondre d'abord à ces questions. Que vont faire les États-Unis, demande-t-il aux étrangers.
Une curiosité polie, dans cette école, le mollah a formé 80% de l'élite des talibans. Ici, 3000 élèves de 5 à 22 ans apprennent le Coran, la charia, la seule matière au programme dans les dernières années d'études. Ces jeunes hommes viennent de Kaboul ou de Kandahar, là où se cache Oussama Ben Laden. Le mollah connaît bien l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Il affirme ne pas l'avoir vu récemment, mais il sourit des contradictions américaines. Les Américains savent que Oussama était un héros. Ils l'ont soutenu et respecté, parce qu'il a combattu les soviétiques. À l'époque, en Afghanistan, cela s'appelait la guerre sainte. Et aujourd'hui, en Palestine et au Cachemire, il y a aussi une guerre sainte. Mais cette fois, pour les Américains, c'est du terrorisme. Le mollah confirme qu'Oussama Ben Laden vit retranché dans les montagnes. Selon lui, le milliardaire aurait promis aux talibans de ne pas les gêner, de ne pas ajouter à la misère de leur peuple. Les talibans contrôlent ses activités. Ils lui ont dit de ne pas contacter les médias, de ne pas prendre la parole. Il n'a plus de moyens de communication, ils l'ont isolé. Il ne peut plus rien faire. Les Américains devraient être contents et remercier les talibans. Le mollah, les professeurs, les élèves condamnent ce qu'ils appellent une tragédie. Mais nous souffrons, disent-ils aussi, de voir les morts de Palestine ou du Cachemire. Ils ajoutent, un musulman n'a pas pu faire ça, l'ennemi est venu de l'intérieur. On nous explique encore que l'on enseigne ici la paix et le respect des chrétiens, et enfin que le monde musulman ne veut pas la guerre. Peshawar est sur la frontière avec l'Afghanistan et abrite de nombreux réfugiés qui ont fui Kaboul, la guerre civile et la pauvreté. Dans la rue, Afghans et Pakistanais attendent avec crainte la réponse américaine. Dans les cafés, on suit nonchalamment les derniers développements aux États-Unis. Le Pakistan contrôle, surveille les talibans sur son territoire, mais il les utilise aussi dans son conflit, notamment avec l'Inde sur le Cachemire. Cette proximité pourrait aujourd'hui le mettre en difficulté. Oui, le président pakistanais a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur américain pour l'assurer de son soutien dans la lutte antiterroriste. Le Pakistan, on l'a compris, souvent accusé de double jeu donc, par les observateurs. À Paris aussi, les magistrats antiterroristes penchent sur l'organisation d'Oussama Ben Laden. Une enquête officielle a été ouverte hier sur d'éventuels liens entre les réseaux islamistes français et les attentats américains. Audrey Goutard. La première fois que les policiers français ressentent la force de frappe de Ben Laden, c'est en 1994. Un commando est arrêté à Fès. Ce sont des jeunes des banlieues françaises, envoyés de leur pays d'origine pour mener une opération terroriste contre un hôtel de Marrakech. Derrière eux plane déjà l'ombre du milliardaire saoudien. 2 ans plus tard, en 1996, le nom de Ben Laden apparaît à nouveau lors de l'arrestation d'un commando à Roubaix. Parmi les interpellés, des Français convertis à l'islam, entraînés militairement en Bosnie et en Afghanistan. Le milliardaire saoudien vise les intérêts américains partout dans le monde. La France n'est donc pas à l'abri d'un attentat. Les services de renseignement en ont d'ailleurs déjoué un récemment au cœur de Strasbourg. En décembre, 4 islamistes sont arrêtés en Allemagne. Ils détiennent une vidéo, un repérage précis des rues de la ville. Leur chef, Mohamed Ben Zakria, est arrêté peu après. C'est un proche de Ben Laden, auteur de plusieurs attentats anti-américains. À en croire les juges antiterroristes, la France ne serait pas un objectif pour Ben Laden, juste une plaque tournante. Dès ce matin, ils ont été saisis d'une enquête. Son but, étudier les liens entre les réseaux islamistes français et l'attentat aux États-Unis. Et les enquêteurs français se pencheront peut-être sur ces sites internet qui font la promotion d'Oussama Ben Laden ou d'autres leaders islamistes. Ces sites sont visibles en français. Ils font ouvertement l'apologie du terrorisme. L'association antiraciste J'accuse avait alerté la justice à ce propos dès le mois de juillet dernier. Florence Bouquilla, François Privat. Très documenté, souvent réactualisé, ce site internet est dangereux. Il donne des conseils pratiques aux internautes. Il leur suffit de cliquer ici pour apprendre comment s'entraîner pour le djihad, la guerre sainte. Il interprète aussi de façon très tendancieuse de multiples sourates du Coran. Il fait par exemple l'apologie de l'attentat suicide et ordonne aux musulmans de rechercher le martyr et d'infliger des pertes à l'ennemi. En juillet dernier, l'association J'accuse a signalé la dangerosité de ce site internet au parquet de Paris après avoir fait sa propre enquête. Nous avons utilisé un logiciel qu'on appelle un traceur pour voir
qui pouvait se cacher derrière ce site. Nous avons localisé le dépositaire, le responsable du domaine stcom.net, qui est quelqu'un qui vit dans la Creuse, et nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. En fait, la société qui héberge ce site n'est pas une société française, mais une société américaine, localisée dans la ville de Midland, dans le Connecticut. Cet avocat soupçonne donc la société qui gère ce site en France de n'être qu'une société écran. Nous avons tenté de rencontrer son gérant ici, à Sardan, au cœur de la Creuse. Mais l'homme qui a déposé le nom du domaine, st.com, a fermé boutique il y a plus de 6 mois. Il se fait depuis très discret. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée contre lui. Les mesures de sécurité décidées au lendemain de l'attentat aux États-Unis, en tout cas, sont appliquées à la lettre. Alain Richard était cet après-midi en visite au commandement de la défense aérienne à Taverny, en région parisienne. C'est le lieu où sont centralisées toutes les informations. C'est également là que seront prises les décisions en cas de nécessité d'intervention des avions de combat. Alors, quel est le dispositif? Explication cette fois au PC aérien de Lyon, Benoît Gadret, Philippe Évêque. La base aérienne du Mont Verdun est un peu comme un iceberg. À la surface, on ne distingue que les antennes radar. Mais à 100 mètres sous terre, c'est une petite ville, maillée d'interminables galeries que l'on découvre. 1000 militaires s'affairent ici jour et nuit. Ils surveillent le trafic aérien, civil et militaire du quart sud-est de la France. Ce type de matériel nous permet de voir rapidement s'il y a quelque chose d'anormal sur un avion. Il faut savoir que pour les aéronefs qui survolent l'espace aérien national, nous possédons toutes les informations plan de vol qui nous sont communiquées par l'aviation civile. En cas d'avion suspect, le contrôleur a le pouvoir d'ordonner le décollage d'un avion de chasse. Vous avez décollé pour effectuer des mesures actives de sûreté aérienne sur un aéronef classé inconnu. Des pilotes de chasse sont actuellement en alerte. Il ne leur faut en général que quelques minutes pour rejoindre l'avion au comportement suspect et informer le contrôleur aérien. L'armée de l'air a mis en alerte plus d'avions que d'habitude. Nous avons une dizaine d'avions en alerte répartis sur 5 bases en France afin de mieux prendre en compte la totalité de l'espace aérien et surtout d'aller au plus vite reconnaître une menace potentielle. En cas de danger, l'information est transmise en temps réel au centre de Taverny qui la relaie à l'hôtel Matignon. Depuis 48 heures, plusieurs avions civils ont fait l'objet d'une reconnaissance aérienne, à chaque fois de fausses alertes. À propos d'avions, l'espace aérien américain est réouvert peu à peu. Voici le premier avion qui a pu décoller. Ça se passe à Columbus, dans l'Ohio. Il s'agit bien sûr d'un vol intérieur. Les vols internationaux restent très limités. Air France avait prévu 3 longs courriers cet après-midi. Finalement, ils n'ont pas pu décoller. Reportage Cyril Deveau, Bernard Connor, Michel Levasseur. La rouée vers l'or pour les centaines d'Américains bloqués à Paris depuis 2 jours. 15 heures environ à l'aéroport de Roissy. Air France annonce le départ de 3 vols vers Atlanta, Washington et New York. Embarquement immédiat. Can I shake your hand from America? Les vacances sont finies, alors nous voulons vite rentrer car ma fille est enceinte et je veux être avec elle. Les Français nous ont beaucoup aidés. On était vraiment contents d'être ici. On était tous très unis. Pourtant, arrivé à la porte de l'avion, demi-tour, vol annulé. Les États-Unis viennent tout juste d'annoncer qu'ils exigent de nouvelles normes de sécurité renforcées. En attendant le détail, les autorités françaises préfèrent différer les décollages. Retour à la case départ pour tous les passagers. Je suis très en colère. Je dois rentrer à la maison pour prendre des nouvelles de mon mari. Et ils viennent encore d'annuler. Je comprends les soucis de sécurité. Je préfère qu'ils vérifient tout et qu'ils contrôlent tout le monde du mieux possible. Même si je dois rester 3 jours de plus, je préfère rentrer sain et sauf. Il faut le prendre du bon côté. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les compagnies sont suspendues à l'autorisation du gouvernement américain pour reprendre leur vol vers les États-Unis. Le point maintenant sur le plan Vigipirate, je vous le disais, on a recensé une vingtaine d'alertes à la bombe pour la seule ville de Paris. Thomas Dandois, Vincent Ferreira. C'est une alerte de plus. Toute la journée, les services de déminage sillonnent Paris. Direction cette fois la gare Montparnasse pour un véhicule suspect. Une fois encore, il s'agit d'une fausse alerte. Par précaution, les démineurs inspectent quand même la voiture sous l'œil sceptique ou inquiet des habitants du quartier.
La voiture, elle est tout le temps là. Hein. Bah, je sais pas, moi, il m'est arrivé d'avoir plusieurs fois. Bah, c'est pas particulièrement suspect. Ça fait longtemps qu'ils ont prévu leur coup. Un colis suspect, quelques rues plus loin, et c'est reparti. Et c'est à peu près grand comme ça? Ah, apparemment c'est rien du tout. Un autre appel sur les quais de la gare Montparnasse. C'est un vanity case, ou plutôt ce qu'il en reste, sans doute oublié par un voyageur. Voiture ou colis suspect, alerte à la bombe fantaisiste, les démineurs de Paris sont intervenus une vingtaine de fois dans la journée. C'est 5 fois plus qu'en temps normal. On en parlait tout à l'heure avec Étienne Lénard. Depuis 2 jours et demi, comme pratiquement toutes les télévisions du monde, nous diffusons ces images terribles du World Trade Center et du Pentagone. De l'avis de tous les spécialistes, les psychiatres notamment, ces images peuvent choquer profondément les enfants, voire les adolescents. Des psychiatres qui conseillent de parler avec eux, d'expliquer. Alors comment réagissent-ils? Témoignage recueilli à Rouen, à Caen, à Montpellier, à Choisy-le-Roi, dans tous les âges, et rassemblé par Nabila Tabouri et Diane Richard. On a l'impression que c'est tiré d'un film d'horreur, parce que voir que la plus grande puissance du monde, ça s'écroule comme ça, par rapport à un petit groupe de terroristes, ça fait bizarre. J'allume la télé et je vois d'un coup, j'allume et je vois l'immeuble qui s'effondre. Alors moi, j'étais pas du tout au courant, alors ça m'a fait drôle. Combien il y a de morts, combien de gens sont morts à cause de cette bêtise-là? Le vol 77 d'American Airlines, parti de Washington, n'arrivera jamais à Los Angeles. C'est très triste parce qu'il y a des milliers de gens qui n'ont rien fait, des innocents, et qui ont péri dans ces attentats. Il y a eu plusieurs guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être que maintenant ça sera la troisième, et ça m'a fait peur. En fait, on a vraiment l'impression que c'est des jeux vidéo, que c'est virtuel, parce que quand on voit les avions, comment qui rentrent dans les tours et tout ça, on n'a pas l'impression que c'est la réalité, on a l'impression que c'est un vrai film, quoi. Les musulmans, il y en a qui sont pas corrects, il y en a qui sont bons. Et je voudrais dire, et même chez les chrétiens aussi, c'est comme ça, et les catholiques, et voilà, et les bouddhas, et les juifs, c'est pareil. Faut qu'ils réfléchissent et tout ça, et qu'ils réfléchissent bien et qu'ils cherchent, qu'ils tuent pas, qu'ils vont pas bombarder direct. On a encore des enfants, puis on essaye d'avoir un monde où, sans violence, sans racisme et puis tout ça. Et si continue à avoir de la violence comme ça, bah c'est un peu décourageant. Puis de toutes les parties du monde, les témoignages de sympathie pour les victimes et pour le peuple américain sont arrivés à New York et à Washington. L'Occident resserre les rangs, promet même une solidarité active contre le terrorisme. Même les Chinois, aujourd'hui, sont allés dans le même sens. On attendait cette réaction de Pékin depuis 2 jours. Donc geste de solidarité, geste politique, mais geste de compassion également. À Paris, ce soir, une cérémonie œcuménique était organisée à l'église américaine, en présence des représentants des principales religions, beaucoup de dirigeants français, dont Jacques Chirac et Lionel Jospin, Philippe Boissry, Philippe Luzzi. S'il fallait une image pour résumer le message porté par tous ceux venus se recueillir, ce serait sûrement ce cœur arboré par une petite américaine. Un message d'amour et un devoir de mémoire pour tous. Je viens de New York et on a encore des amis, on ne sait pas s'ils sont parmi nous ou pas. Les Américains nous ont sauvés à la dernière guerre mondiale, alors c'est tout à fait normal. Côte à côte, le président de la République et le Premier ministre, pour une cérémonie où toutes les obédiences, toutes les nationalités se retrouvaient derrière le message d'accueil du pasteur de l'église américaine. Nous sommes venus dire non à la haine, non à la violence, car dans tous les esprits court l'idée que l'extrémisme religieux pourrait être à l'origine de ce drame. Le monde a tant souffert des guerres de religion pour qu'ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous bâtissions les religions de la paix. Quiconque tue une vie innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Si les cœurs des hommes ne changent pas, alors le monde est condamné et livré au pire de ce qu'il peut inventer.
Dehors, une foule nombreuse était venue pour se recueillir, pour partager. À la fin de la célébration, personnalités et anonymes se sont retrouvés, comme pour dire plus jamais ça. Autre image significative, pour la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne, l'hymne américain et non pas l'hymne britannique a été joué pendant la relève de la garde au palais de Buckingham. De nombreux touristes américains en larmes y ont assisté. Le Proche-Orient maintenant, hier nous vous montrions cette image de Yasser Arafat cherchant à compenser l'effet désastreux des images des Palestiniens au Liban manifestant leur joie après ces attentats. Yasser Arafat qui donnait son sang. Eh bien aujourd'hui il a imposé également plusieurs minutes de silence dans les écoles notamment. Claude Sampère, Jean-François Renou sur place. Une minute de silence dans toutes les écoles palestiniennes à la mémoire des victimes des attentats aux États-Unis. Un peu partout ce matin à Gaza et en Cisjordanie ont eu lieu des rassemblements d'écoliers plus ou moins spontanés en solidarité avec le peuple américain. Depuis 2 jours, Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, fait tout son possible pour améliorer l'image des Palestiniens auprès des États-Unis. Il ne veut surtout pas que l'opinion internationale fasse un amalgame entre islam et terrorisme. Hier, devant les caméras, dans un geste très symbolique, il a donné son sang au bénéfice des victimes des attentats. Aujourd'hui, il appelle les nations arabes à se joindre à la coalition internationale contre le terrorisme. Plus question aujourd'hui d'offrir au monde des images des Palestiniens sautant de joie après les attentats. L'enjeu est important car au même moment, Ariel Sharon multiplie ses opérations au territoire palestinien comme ici à Jéricho. Le Premier ministre israélien tente de son côté de profiter au maximum de la situation. Ce matin, il a déclaré: nous avons notre Ben Laden à nous, il s'appelle Yasser Arafat. Le reste de l'actualité en bref, on est toujours dans l'incertitude en ce qui concerne l'état de santé du commandant Massoud en Afghanistan, dont on parlait tout à l'heure. Le commandant Massoud, victime récemment d'un attentat, pas d'indication, mais on apprend qu'il a été remplacé à la tête de son mouvement, l'Alliance du Nord, par l'un de ses seconds, le général Mohamed Fakim. En France, la Corse, le chef de file des nationalistes à l'Assemblée, Jean-Guy Talamoni, interrogé comme prévu aujourd'hui comme témoin par le juge antiterroriste Gilles Bertil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du nationaliste Jean-Michel Rossi. Une audition peu productive, a déclaré l'intéressé qui indique qu'il ne connaît rien à cette affaire. On l'écoute. J'ai adopté une position de principe, qui est une position non pas judiciaire mais politique, qui est de marquer mon désaccord avec notamment la médiatisation de cette convocation, et je l'ai fait en refusant de répondre aux questions qui m'étaient posées. Je crois que ça n'est pas loyal, je pense qu'il s'agit d'une manipulation, et que cette manipulation cause un tort considérable au mouvement auquel j'appartiens, et également au processus de Matignon. La condamnation de Philippe Douste-Blazy à 20 000 francs d'amende. Le député maire de Toulouse a été reconnu coupable de recel d'un fichier confidentiel de parents d'élèves pendant la campagne des élections municipales, mais il reste éligible. L'annulation de l'élection de Jean-Louis Bargerot, maire communiste de Champigny, dans le Val-de-Marne. Il lui a reproché d'avoir invalidé d'autorité une liste de la gauche alternative aux dernières élections. Le pirate informatique Mafia Boy, condamné à 8 mois de détention. Mafia Boy est le surnom de ce jeune Canadien à l'origine de la plus grande vague d'attaques lancée en février 2000 contre des sites internet américains. Le groupe chimique allemand Bayer vient d'être blanchi par une enquête administrative dans l'affaire du médicament anti-cholestérol, soupçonné d'être à l'origine des nombreux décès dans le monde. L'agence allemande des médicaments estime que Bayer avait fourni de manière satisfaisante des informations sur ce médicament. En bref, toujours, Elisabeth Guigou annonce la nuit dernière qu'elle porte de 40 000 à 45 000 les créations d'emplois dans la fonction publique hospitalière à l'occasion du passage aux 35 heures. Force ouvrière, la CGT et Sud maintiennent la journée d'action pour le 20 septembre. Et puis, notez enfin que la date limite du paiement du 3e tiers provisionnel de l'impôt a été repoussée au lundi 17 septembre au lieu de samedi prochain. C'est ce qu'annonce Bercy. Fin de cette édition, je vous en rappelle les 2 principaux titres. Le premier bilan à New York, 4 857 morts ou disparus sous les décombres encore fumantes du World Trade Center. On estime à 200 morts pour l'instant, chiffre provisoire, le bilan à Washington. Et puis la piste remontée par le FBI passe par l'Allemagne. 2 des kamikazes auraient séjourné à Hambourg. En France aussi, des enquêtes sur les réseaux islamistes, peut-être en liaison avec ces attentats. Ces enquêtes ont été ouvertes.
À suivre la météo, Isabelle Martinet, le point route, Valérie Maurice. L'info sur France 2, elle continue toute la soirée. À 21h10, envoyé spécial, en direct, présenté par Françoise Joly, Guylaine Chenu, spécial attentat USA. Campus ensuite avec Guillaume Durand. 1h, le journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, Roland Jacquard aux 4 vérités, Télématin dès 6h30. 13h, Daniel Bilalian. Demain 20h, ce sera Béatrice Schoenberg. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Olivier Mazerolle et Alain Duhamel qui reçoivent dans Questions ouvertes Valérie Giscard d'Estaing. À lundi.